Thierry, j'ai changé de place. Parce qu'en fait, j'ai dit, bon, à l'issue de notre trilatérale houleuse, je voulais d'abord faire une précision, les yeux dans les yeux à un certain nombre de lecteurs, sur la conception que nous avons de l'information. Parce que je vois bien qu'il y a une partie, je ne sais pas combien, mais un certain nombre de gens, et je pense que c'est à nous, d'une façon ou d'une autre, de partager notre savoir avec eux. En plus, la vidéo, elle est gratuite, donc on partage gratuitement, pour former les gens et pour leur donner accès au savoir. Même s'ils vivent ça comme de l'arrogance, parce qu'ils pensent, c'est comme le gars qui va chez le médecin, qui conteste l'avis du médecin en disant « je sais mieux que vous, j'ai vu sur Internet ». Ben non, médecin, il n'est pas infaillible, mais il a quand même fait 10 ans d'études, c'est pas la même chose que la personne qui a passé 30 secondes sur Internet. On est désolé de le dire, mais c'est pas parce qu'on s'est renseigné et qu'on passe tous les jours 2 heures sur YouTube, sur Internet, qu'on est un expert. Voilà, bon. Et donc, je voulais dire, il y a 2 conceptions de l'information. Il y a ceux qui nourrissent les gens dans le biais de confirmation, c'est-à-dire ce que j'appelle faire tourner le hamster dans sa roue. On leur répète tous les jours les mêmes choses sans aucune contradiction et sans aucune mise en question. Ce que j'appelle aussi offrir une tribune, et il y a plein de gens qui me disent, je l'ai vu encore parce que j'ai eu un débat avec M. Isambert, c'est offrez des tribunes à vos invités, n'intervenez pas, laissez-les dire ce qu'ils veulent sans contradiction. Voilà. Et je vois que souvent ces gens qui demandent ça sont les premiers à dire BFM c'est BF merde, il n'y a qu'une parole, c'est la propagande officielle, et nous ce qu'on veut c'est les mêmes techniques que BFM mais avec le discours inverse, c'est-à-dire au lieu de faire la propagande officielle, faites la propagande dissidente, ne contredisez pas les gens. Il y a un certain nombre de médias qui nourrissent ces biais de confirmation et qui font de l'audience sur on fait tourner les hamsters dans leur roue. Nous faisons le choix impopulaire inverse parce que nous ne sommes pas obsédés par l'audience. Nous considérons que nous avons une mission de service public qui est à un moment donné de dire aux gens, penser, c'est penser par soi-même et c'est à un moment donné se méfier de nos propres biais de confirmation. Moi quand j'étais petit, je me souviens d'une chanson de Jean Gabin, qui n'était pas un excellent chanteur, un excellent chanteur. Il a fait une chanson sur Je sais, et la conclusion de la chanson c'était Je sais qu'on ne sait jamais. Voilà, et ça, je suis de la génération Gabin, moi au fond en tout cas, qui admirait Gabin, ses coups de gueule et sa capacité à dire dans la vie, la principale vertu de l'humanité, c'est de douter en permanence de ce qu'on croit savoir. Et c'est pour ça qu'il faut des débats. Nous, on ne veut pas faire un BFM inversé avec des gens qui s'expriment sans aucune contradiction ou en se disant on va faire de l'audience, on va empocher des revenus Google et comme ça c'est bien fait, ils restent cons, on les manipule. On préfère être impopulaire, faire moins de revenus sur Google, parce que nous ne sommes pas des grippe-sous, nous ne sommes pas des pinces, nous ne sommes pas des manipulateurs, et on préfère avoir des débats avec des contradictions pourvu qu'elles soient argumentées et qu'elles visent à l'édification des esprits. Voilà, ça, c'était ma longue sortie, c'est la conception du courrier. Alors moi, je suis un adepte de Socrate. Il a les mêmes conclusions que Gabin, donc tout va bien. Donc, aujourd'hui, on a une deuxième, de mon point de vue, lisez, on va faire ce mois-ci le 5e anniversaire du confinement, on va consacrer plusieurs articles à qu'a été la signification du confinement et que reste-t-il de l'esprit qui a pu se lever au moment du confinement, de l'esprit de résistance. Donc moi, je pense que dès 2022, l'argent a commencé à tomber de tout un tas de milieux, de tout un tas de cercles pour financer des médias chargés de reprendre en main la dissidence. Et aujourd'hui, je pense que la dissidence, c'est quelque chose de mort. Beaucoup de gens disent « je suis dissident, j'ai fait au moins 10 retweets hier de dissidence, je suis un grand résistant ». Ben non, c'est pas ça la dissidence, c'est pas ça la résistance. Donc nous, on dit, c'est facile de capitaliser sur la colère. J'ai sorti un papier sur comment la psychologie sociale américaine a théorisé l'utilisation de la colère sur les réseaux sociaux pour neutraliser la dissidence. Je simplifie, mais c'est ça. Et en fait, les techniques qui sont utilisées par les tourneurs de hamsters dans leur roue,
les contrôleurs d'opposition, vise à neutraliser la dissidence en limitant la pensée à de la colère et en n'ayant aucune construction politique, c'est-à-dire aucune construction de solution, aucune proposition positive. Et le Courrier dit, nous, on pourrait effectivement faire de l'audience en capitalisant sur la colère, mais nous acceptons l'impopularité de proposer des solutions qui divisent parce que tout le monde est toujours contre. C'est la loi de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, ce fameux film où on voit Coluche avant de porter la résistance, la manifestation devant les troupes romaines, puis à un moment donné il est tout seul parce que tant qu'il s'agit de dire « ah bah les Romains », on est d'accord, quand il faut proposer des solutions, il n'y a plus personne. Nous faisons le choix de proposer des solutions. Et donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, avec Thierry, nous allions reprendre à l'envers, si j'ose dire, notre trilatérale, mais on va la faire à deux, on va faire une bilatérale. Je voulais que tu m'expliques, parce que on est en pleine effervescence sur Trump, l'OTAN, les dépenses de défense, etc. On s'est un peu écharpé là-dessus. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, et je voulais que tu me clarifies ta position dans le monde de demain, dont on voit bien qu'on en discutait un peu avant l'interview, tu me dis c'est la fin de l'Empire américain. Dans le monde de demain, pour toi, c'est le sujet que je veux aborder avec toi, pour toi, quelle est la place idéale de la France? Pour toi, qu'est-ce que la France doit être après la fin de l'Empire américain? Voilà, j'ai posé le sujet, c'est à toi. Donc d'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les institutions internationales que nous connaissons sont en train de s'effondrer. Au dernier sommet du G7, où on avait mis dans une pièce Emmanuel Macron, je pense à l'exécutive Eisenhower Building à Washington, et Donald Trump dans une autre pièce à la Maison-Blanche, mais où tout le monde discutait par vidéo. Au cours de ce G7, Donald Trump a dit « Si vous publiez le communiqué final que vous avez préparé, je sors du G7 ». Bon, donc, il n'y a pas eu de communiqué final. On ne sait pas ce qui s'est dit, précisément. On sait qu'ils se sont engueulés, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit vraiment. Alors après, il y a eu toutes sortes de réunions où on comprend les positions de chacun. Donc, le G7 est mort. Donc, parce que plein de gens ne savent pas ce que c'est que le G7, donc certains vont dire « ah oui, c'est bien », mais on rappelle que le G7, c'est le soft power, comme on dit, c'est-à-dire une instance informelle, mais qui s'est réunie tous les 6 mois, avec des tas de sous-comités, de ministres des Finances, ministres de bidule, ministres de machin, et qui coordonne de fait... C'est l'Occident politique. Les 7 plus grandes économies du monde occidental. C'est l'Occident politique. Le G20 est également en train de mourir. Il vient de se réunir au Cap, là en Afrique du Sud, et tout le monde a discuté. Et en fait, la discussion principale, c'est que les États-Unis envisagent de se retirer de la Banque mondiale. Voilà. Qui a été créée par l'ONU, en même temps que l'ONU en 1944. C'est un instrument de l'ONU, mais les États-Unis qui ont déjà quitté l'agence pour les Palestiniens, qui ont quitté l'UNRWA, qui ont quitté l'organisation pour l'éducation et la culture, l'UNESCO, l'organisation pour la santé, l'OMS. Voilà, ils préparaient leur départ de la Banque mondiale. Et certainement après du FMI. Faut comprendre, tout ça est en train de s'effondrer. Et en plus, le Congrès aujourd'hui, aux États-Unis, discute d'un retrait complet des Nations Unies. Complet des Nations Unies. En même temps, nous voyons que l'Union européenne explose sous nos yeux. Hier, Madame von der Leyen a annoncé qu'elle allait favoriser le réarmement de toute l'Europe. En fait, ce qu'elle a annoncé, c'est que pour que l'Europe se réarme, c'est aux États membres de le faire et qu'ils ne pourront pas le faire dans le cadre des 3% de déficit national autorisé. Donc on va exploser les 3%. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus
il n'y aura plus rien pour maintenir l'euro. Donc tout ça, ça va se détruire dans les prochains mois. C'est fini. Et la même Union européenne s'était réunie successivement à l'Élysée et à Londres pour dire que on est formé qu'un seul bloc et que on allait riposter ensemble aux initiatives des États-Unis. Et en fait, la Pologne a déjà négocié séparément avec les États-Unis pour que les troupes des États-Unis en Pologne soient les dernières à quitter l'Europe centrale et orientale, alors que c'est déjà décidé. Mais donc, ça sera un peu plus long pour les troupes qui sont en Pologne, en échange de quoi la Pologne va faire obstacle à ce que les États européens envoient des armes en Ukraine. Et vous savez, si vous ne les envoyez pas par la Pologne, vous devez trouver un nouveau chemin par la Roumanie, mais ça sera très difficile à mettre en place. Bon. Donc, l'Union européenne n'existe plus. Pour le moment, les bâtiments sont encore là, mais dans les prochains mois, il va falloir prendre acte de la fin de l'Union. Donc, la France va se retrouver toute seule, et pas simplement la France, tous les États européens vont se retrouver tout seuls. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucune menace militaire sérieuse, ni de la Russie, ni de la Chine. Mais il y a des menaces de guerre intra-européennes, et presque immédiates. La Pologne va reconquérir la Galicie en Ukraine. La Roumanie va revendiquer d'absorber la Moldavie. La Serbie va vouloir récupérer la République Srpska en Bosnie-Herzégovine. Donc la guerre est à nos portes. J'ai une question. Oui. Tu dis qu'il n'y a aucune menace russe. Oui. Concrètement, tu dirais, dans le cours de la guerre en Ukraine, que, parce que de fait, et je suis tout à fait d'accord, on l'a dit, on a été les premiers à le dire, on était très seuls à l'époque, en février 2022, à dire que l'intervention russe en Ukraine répond à des provocations ukrainiennes et otaniennes. On l'a écrit, donc je pense que... Et on n'était pas nombreux à l'écrire à l'époque. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais tu dirais que dans le cours de cette guerre, puisque c'est quand même les troupes russes qui sont arrivées en Ukraine, on rappelle d'ailleurs qu'ils ont failli prendre Kiev, en tout cas ils n'étaient pas très loin. Non, ils n'ont jamais cherché à prendre Kiev. Non mais, excuse-moi, je vais essayer de finir. Je ne sais pas s'ils ont cherché à prendre Kiev ou pas. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient très près de Kiev. Oui, ils étaient factuellement, est-ce que je ne commets pas de délit pro-otanien en disant ça? Non, ils étaient à l'aéroport de Kiev. Voilà. Donc, oui, ils n'étaient pas loin de prendre Kiev. Ah ouais. Pas du tout. Bon. Factuellement, ils étaient à l'aéroport de Kiev. Oui. Voilà, donc tu peux me faire une propagande en disant ils n'étaient pas prêts de prendre Kiev. Militairement, c'est un fait. Ils étaient à l'aéroport de Kiev. Oui. Voilà, bon. Oui. Donc, dans l'affaire, est-ce que tu dirais que, par exemple, s'ils n'ont pas pris Kiev, est-ce que c'est parce que Poutine a dit c'est pas notre objectif militaire? Oui. Et est-ce que dans l'environnement de Poutine, dans le gouvernement russe, il y avait des gens qui portaient une ligne plus offensive que Poutine et que Poutine a calmé? Est-ce que ça, c'est une hypothèse c'est possible? Oui, ça c'est absolument authentique. Jusque-là, voilà. Non, parce que de temps en temps, Thierry, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de dire, on doit s'arrêter aux faits précis. Ben, c'est ce que je fais. Oui, mais ils étaient à l'aéroport de Kiev. Ils étaient à l'aéroport de Kiev, ils n'ont jamais cherché à prendre Kiev. Alors, pour prendre Kiev, il fallait des centaines de milliers d'hommes qu'ils n'avaient pas. Je vais essayer de continuer. Oui. Est-ce qu'on sait qui, dans l'entourage de Poutine, était sur une ligne plus offensive, plus belliciste que Poutine? Oui. C'était qui? Ça s'est exprimé dans des réunions publiques du Conseil de sécurité russe, où ils se réunissaient devant la télévision, et où le responsable des
des services secrets a dit qu'il fallait tous les buter et Poutine lui a dit non, il n'est pas question de faire ça, assis-toi. Bon. Alors, Voilà. responsable des services secrets, du GRU, du GRU, qu'on dit parfois, oui. c'est pas n'importe quel poste en Russie. Non, non, non. Est-ce que Poutine, lui, avant d'être président, a été lui-même patron de l'équivalent du GRU? Elle a dirigé le FSB, qui est un service secret tout à fait exceptionnel. C'est l'élite de l'élite en Russie. Ici, on considère que le FSB, c'est l'ancien KGB, c'est que des tortionnaires, etc. C'est pas vrai du tout. C'est l'élite intellectuelle. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il est plausible que être patron des services secrets, au sens large, on va pas... c'est quand même un poste qui préempte une capacité à devenir président de la Russie? Oui. Poutine, à quel âge? Je sais pas, 75 ans, je sais pas. Bon, on peut penser que l'essentiel de sa vie est derrière lui. Oui, oui. Est-ce qu'il est plausible que lorsqu'il meurt, lorsqu'il mourra, ça lui arrivera Oui. à lui aussi, il soit remplacé par un belliciste, puisque comme tu le dis toi-même, Absolument. le patron des services secrets Absolument. est un belliciste. Absolument. Comment? Il faut 10 ans pour faire une armée. Oui. Est-ce que tu penses qu'il est raisonnable de dire il n'y a pas de menace russe, alors qu'on sait que dans l'entourage de Poutine, il y a des bellicistes qui risquent d'arriver au pouvoir, et dans 10 ans, lorsqu'ils arriveront au pouvoir, il sera un peu tard pour dire « Ah merde, on n'a pas préparé la succession de Poutine ». Oui. Alors moi, je suis certain que la Russie n'attaquera pas la France dans les 10 ans à venir, et même, à mon avis, dans beaucoup plus de temps encore. Parce que la Russie a l'expérience suivante. C'est un pays immense, très peu habité, très très grand, avec des frontières qu'il n'arrive pas lui-même à défendre. Avoir des territoires en plus serait pour lui une charge impossible à assumer. Visiblement, si on laisse faire la Russie aujourd'hui, elle va avoir des visées territoriales sur l'Ukraine. Pas du tout. Depuis le début, la Russie... Est-ce que tu es en train de m'annoncer que les troupes russes vont se retirer d'Ukraine? Pas du tout. De temps en temps, on se passe en disant... Non. La Russie a pour objectif de récupérer les territoires habités par des russophones. D'accord. Mais pas au-delà. Pas au-delà. Donc, la Russie a déjà récupéré le Donbass et la majorité de la Novorossia. Donc, la Russie peut encore récupérer Odessa ou d'autres territoires comme ça. Mais elle ne s'étendra pas en Ukraine. Il n'en est pas question. Non, mais tu es très affirmatif sur l'avenir. Mais moi, attends, je vais te dire. Parce qu'il y a une histoire dans ce pays. Attends, je vais te dire. Moi, le 22 février 2022, on discutait avec un certain nombre de gens. Je me disais, mais jamais Poutine n'entrera en Ukraine. Et donc, moi, des gens qui me disent jamais ça n'arrivera, j'en ai vu qui, à 2 jours près, se trompaient. Donc, permets-moi d'être un peu sceptique. Voilà. Oui, mais moi, je ne me suis pas trompé là-dessus. Je reviens à ce que tu dis, qui est le sens et le sujet que je voudrais qu'on traite aujourd'hui, parce que j'ai besoin de comprendre. Je vais finir de poser ma question. Tu me dis, la Russie n'envahira jamais la France. Oui. Elle l'a fait une fois, cependant. Au moins une, oui. À la fin de l'Empire napoléonien. Oui, mais on peut, au fond, c'était pas son objectif, on peut être d'accord avec ça. Voilà. Elle avait de bonnes raisons de le faire, on va dire, c'est comme ça. C'était pas par appétit territorial, nous sommes d'accord. Absolument. Et c'était pas une invasion, c'était une occupation militaire, plutôt que... Après, on va dire, bon, ce que tu me dis qui me paraît important et que j'ai besoin de comprendre, c'est la France n'est pas menacée militairement par la Russie, ce que je veux bien admettre sans problème. Voilà. La question, c'est est-ce que du coup la France se désintéresse de ce qui se passe à ses frontières, ou est-ce qu'on considère qu'elle a un rôle européen, y compris militaire, à jouer? C'est ça que j'ai besoin de comprendre dans ton esprit. Oui. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des menaces actuelles de guerre en Europe orientale. Pas avec la Russie, c'est un problème entre les
les actuels membres de la coalition dite occidentale. Ça n'a aucun rapport avec la Russie. Parce qu'il y a eu des partages de territoires qui ont été faits absolument n'importe comment, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça, aujourd'hui, on va passer à la caisse. Ça va être l'objet de conflits très violents. Et donc, quel est le rôle pour toi de la France vis-à-vis de ces foyers de tension? Alors, voilà. D'abord, il y a un rôle militaire qui est évidemment important pour faire baisser cette tension. Si vous n'avez pas un bâton, on risque de ne pas vous écouter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'en servir, ça veut dire qu'il faut l'avoir. Or, aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et surtout, le rôle de la France, historiquement, c'est un rôle juridique. Oui. Depuis... Où fais-tu commencer l'histoire? Moi, je commencerai avec les débuts de l'idée républicaine en France, c'est-à-dire avec Henri IV, qui a été le premier monarque à se déclarer républicain. Oui, c'est Jean Baudin. Est-ce que Charlemagne, pour toi, fait partie de l'histoire de France? Oui, bien sûr, mais il faut aussi... Parce que l'empire de Charlemagne... Oui, mais... Est-ce que l'empire de Charlemagne fait partie de l'histoire de France? Or, c'est la France fait partie de l'empire de Charlemagne. Oui, enfin, à la base, c'est partie de France. Oui, c'est partie de France, mais la capitale de Charlemagne n'était pas en France. Elle a beaucoup bougé. Mais ça dépend, parce que... Attends, je vais remettre les... Parce que là aussi, je vais avoir des gens qui disent « Ah, il a 10 points to Monsieur Messant, 5 points pour Monsieur Vérin, comme à l'Eurovision. » T'as un public de zinzin, qui je pense que c'est l'Eurovision. Dans la pratique, moi, je pense que les frontières naturelles de la France vont jusqu'au Rhin. Oui. Voilà. Et la capitale de Charlemagne, qui est Aix-la-Chapelle, elle est en deçà du Rhin. Pour moi, c'est la France. Bon. D'accord. Et donc, toi, tu as une vision de la France qui est une vision limitée. De mon point de vue, tu as tout à fait le droit et ta vision est respectable. Simplement, Aix-la-Chapelle, pour moi, est en France. Voilà. Mais les gens à Aix-la-Chapelle ne parlent plus le français. Mais les gens ne parlaient pas le français à Nice et ils sont rentrés en France. Ils ne parlaient pas le français en Savoie, ou très peu. C'est exact. Et Henri IV, tu m'en parles, il était roi de Navarre, et la Navarre ne fait pas partie de la France aujourd'hui. Voilà. C'est le Pays Basque et ça ne fait pas partie de la France. Enfin, tu as une partie de la Navarre qui est en Espagne. Voilà, donc le concept de France, il est fluctuant. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce que tu admets que les croisades, qui ont lieu autour de l'an 1000, pour aller vite, entre l'an 1000 et l'an 1200, on va simplifier, est-ce que tu admets que les croisades ont essentiellement été menées par des armées françaises, qui considéraient que Jérusalem faisait partie du royaume de France? Oui. Est-ce que, on va y venir quand même, est-ce que tu mets François Ier dans l'histoire de France? Oui, bien sûr. Donc, qui considérait que Milan était en France? Oui. Bon, est-ce que tu mets Bonaparte dans l'histoire de France? Oui, absolument. Qui a quand même eu un projet impérial pour l'Europe. Oui. C'est ça, je dis ça parce que de temps en temps, j'écoute... D'ailleurs, il était empereur de la République française. Il n'était pas empereur de la France, mais de la République française. Est-ce que, dans ton esprit, puisque je sais que plein de gens vont me dire « Mais il a raison, la France est une idée juridique. » Enfin, excuse-moi, mais quand Bonaparte arrive à Austerlitz, c'est pas complètement juridique. Oui, mais la France a eu, au cours des siècles précédents, un rôle particulier que tout le monde lui a reconnu sans chercher sans qu'il y ait d'opposition militaire à ça. La France a eu un rôle en expliquant les relations internationales. Donc, ça s'est concrétisé juste avant la Première Guerre mondiale, avec l'accord entre la France et la Russie,
le tsar Nicolas II, lors des 2 conférences de La Haye. Et cette idée, c'est que chacun doit tenir ses promesses. Quand on signe un document, on doit respecter sa signature. Voilà. Ça, c'est la base. Or, aujourd'hui, on a oublié cette idée-là. Et je pense que la France a une tradition qui lui permet de reconstruire le monde sur cette base. La parole donnée. Vous savez, ça va très loin. Moi, quand je suis rentré de Syrie, ici en France, je suis resté interloqué parce que la parole donnée, ça n'a pas de valeur ici. J'avais loué un entrepôt pour mettre mes affaires et j'avais conclu avec le propriétaire un accord, mais après il m'a dit mais c'était pas signé. Alors ça n'a pas de valeur, vous allez payer, etc. Bon, moi vraiment venant du Moyen-Orient où les gens mourraient pour respecter la parole qu'ils ont donnée. Ben, là j'étais estomaqué. Voilà. Il faut reconstruire nos relations sur la parole donnée. Et la France, après la Première Guerre mondiale, a créé une organisation, la SDN, la Société des Nations, qui était beaucoup plus ambitieuse que l'ONU, mais qui n'a pas fonctionné, et pas pour les raisons que l'on dit d'habitude. Elle n'a pas fonctionné parce que à mon sens, les Britanniques ont refusé de reconnaître l'égalité entre les peuples, parce qu'il y avait la colonisation qui continuait. Et il n'y a pas eu que ça, il y a eu la question allemande. C'est-à-dire quand Hitler est arrivé, c'était plus compliqué d'intervenir contre l'armée allemande. Oui, mais l'armée allemande a été reconstituée en violation de ce que des principes de la SDN par des gens qui étaient à la SDN. Voilà. Donc quand on donne cet exemple, il aurait été possible d'intervenir au moment de la reconstitution de cette armée et ça n'a pas eu lieu. Mais ce n'est pas l'arrivée de Hitler qui a fait ça, c'est la reconstitution de l'armée allemande, c'est pas pareil. Donc si nous respectons nos principes, nous pouvons arriver à sécuriser le monde. Pas simplement nous-mêmes, mais le monde. Oui, mais je n'ai pas d'obstacle sur ce que tu dis, même si j'ai pas d'obstacle. La question, c'est, comme tu le dis, il va y avoir des foyers de tension en Europe, ça me paraît assez raisonnable de le dire. Tu en exclus la Russie, je suis beaucoup moins catégorique que toi, mais ce n'est pas un sujet. La France, là-dedans, elle doit faire quoi? Puisque tu dis toi-même, il lui faut une armée. Alors, elle doit d'abord se mettre elle-même à respecter sa propre signature. Certes. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça dépend des jours, j'allais dire. Non, pas du tout. Par exemple, je vais te taquiner, mais la France s'est engagée à soutenir l'Ukraine. On a signé un accord. Alors, ce que tu me dis, c'est au nom du respect de la parole donnée, on ne va plus soutenir l'Ukraine. Ça ne va pas tenir très longtemps. À un moment donné, tu comprends, moi j'écoute ce que tu dis, mais la France s'est engagée par un traité bilatéral à soutenir l'Ukraine. Est-ce que tu es, au titre de la parole donnée, tu considères que la France doit continuer à soutenir militairement l'Ukraine? Je considère que la France, sans l'aide des États-Unis, n'a pas les moyens de soutenir militairement l'Ukraine. Eh bien, elle a donné sa parole, elle a signé un traité. Est-ce qu'on respecte le traité ou pas? Oui, mais elle n'en a pas les moyens. C'est pas complètement la question. La question, c'est, on a un traité qui nous engage à soutenir l'Ukraine. Est-ce que dans la reconstruction de l'Europe, tu considères que nous devons honorer ce traité? Alors, je considère que ce traité n'a pas été validé par l'Assemblée nationale. Il n'est donc pas juridiquement établi. C'est un traité qui a été signé par le président de la République, mais qui n'a pas été ratifié par l'Assemblée.
Mais c'est un peu l'histoire de ton loueur qui dit « Ah, c'était pas signé, donc démerdez-vous ». Tu vois, moi, j'ai besoin de cohérence à un moment donné. C'est-à-dire que, effectivement, ce traité est illégal et est une forfaiture de Macron. Maintenant, moi, le principe de la parole donnée, voilà, tu comprends qu'à un moment donné, on va arriver en disant « Ah oui, mais attendez, vous annoncez des choses que vous ne respectez pas. » Mais dans la parole donnée, est-ce qu'on doit donner notre parole que si, par exemple, la Roumanie se chipougne avec la Transnistrie ou avec la Moldavie, est-ce que si la Pologne se chipougne avec je ne sais pas quoi, est-ce que nous avons un rôle à jouer au-delà de la parole donnée? C'est ça la question. Oui, bien sûr. Et quel est ce rôle? Dans certains cas, nous serons amenés à intervenir militairement. Mais je l'ai dit au début de cette émission. Oui, mais tu comprends, tu parles beaucoup de grands principes généreux. Oui, ça fait plaisir aux gens qui disent « Ah, qu'est-ce que c'est bien, on va être gentil ». C'est pas si généreux que ça. La réalité, c'est comment est-ce que tu nous annonces qu'on fera la guerre en Pologne? Je signale que ça n'est pas si généreux. À la fin de la trilatérale de l'autre jour, une fois que la caméra a été éteinte, nous nous sommes écharpés en évoquant le cas de Mayotte. La France a signé que lorsqu'elle a organisé le traité pour l'indépendance, le référendum pour l'indépendance des Comores, qu'elle respecterait ce référendum dans sa globalité, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle a extrait Mayotte des Comores en considérant qu'à Mayotte, les gens avaient voté différemment du reste des Comores. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation complètement absurde à Mayotte. Il n'y a aucun moyen d'appliquer les lois républicaines à Mayotte. Il n'y en a aucun. Tout le monde tourne autour du pot, mais c'est la vérité. Et nous devons d'urgence reconnaître que Mayotte est un territoire comorien et non pas un territoire français. Évidemment, nous ne devons pas faire ça n'importe comment. Nous avons une base militaire à Mayotte et c'est la raison pour laquelle nous y restons. Cette base militaire permet de participer aux interceptions de communication internationale. Nous devons donc conclure un accord avec les Comoriens pour pouvoir conserver cette base militaire dans un territoire qui doit être comorien. Je trouve que c'est très bien ce que tu dis, parce que sur le fond, d'abord, je crois que c'est un peu utile de rappeler que ce qui a fait la France, c'est pas seulement le respect de la parole donnée, c'est aussi la colonisation. Voilà. Et la République, tu me dis, je fais débuter l'histoire de France Henri IV, républicain, ça. La République, ça a été très largement la colonisation, bien avant la parole donnée. Et bien avant la vision du monde fondée sur des valeurs. Oui, mais par exemple... Et ça a été une logique d'expansion militaire. Oui. Voilà. Mais par exemple, la France a tous les droits d'être à La Réunion. Elle n'a expulsé personne de La Réunion. Elle n'a écrasé personne pour faire ça. Mais elle n'a pas le droit d'être à Mayotte. Est-ce qu'elle a le droit d'être en Guadeloupe ? Alors, si elle respecte ses engagements vis-à-vis des Guadeloupéens, oui. Mais si elle ne le respecte pas, elle perdra son droit d'être en Guadeloupe. Et la même chose a lieu actuellement pour la Nouvelle-Calédonie. La France s'était engagée à respecter la culture calédonienne. Lors des dernières élections, c'était pendant la période de Covid, les responsables calédoniens ont demandé qu'on reporte l'élection parce que, selon leurs coutumes, il y a un mois pour les obsèques de leurs dirigeants. Ils prennent un mois pour ça. Or là, on a fait les élections pendant la période des obsèques. Donc, ces personnes-là n'ont pas participé à l'élection, n'ont pas pu faire de campagne électorale. Et pourtant, nous avons fait l'élection, nous leur avons craché au visage. Si nous refaisons ça, évidemment, nous perdrons notre droit d'être à Mayotte. À Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, oui. Là-dessus, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, Thierry, sur le fait que, au-delà des questions de droit, ces questions que tu dis sur notre droit à être là ou pas, sont des questions qui sont débattues depuis des décennies. Oui. Ce sont les Américains qui, les premiers, ont dit qu'il faut démembrer l'empire colonial français. Oui. Les Russes
dont tu me dis que tout va bien, pourquoi pas, enfin, ils sont quand même très présents en Afrique pour déloger les Français, et c'est de bonne guerre. Oui. Mais enfin, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas un angélisme russe. Non, mais pour moi non plus. Voilà, et que les Russes trouvent très bien d'être présents en Afrique, et que donc quand tu me dis qu'il n'y a pas de projet d'expansion territoriale, il y a quand même un projet d'influence internationale, et c'est de bonne guerre. Oui. Alors, Et c'est légitime, une influence internationale. Voilà. Moi, je vais à Madagascar, puisque nous avons des liens avec Madagascar. Je viens d'avoir passé une dizaine de jours dans un village de pêcheurs, sans eau, sans électricité. La seule activité du coin, c'est d'aller pêcher. Et la Chine a négocié avec le gouvernement malgache des accords qui permettent de vider les terres malgaches, notamment de tous les minéraux rares, et de vider la mer, ce qui fait que les pêcheurs disaient mais on a du mal à se nourrir maintenant parce qu'il y a des bateaux chinois qui arrivent, ils vident la mer, ils ont des filets de 14 km et ils vident la mer. Est-ce que quand même on peut faire entendre aux auditeurs que tes principes, j'ai pas de problème, simplement si nous partons, c'est aussi ton discours est objectivement un discours qui favorise les intérêts américains, russes et chinois. Et que moi, les malgaches me disent, mais les Chinois, on n'en peut plus, ils nous traitent comme des chiens, ils sont racistes, alors que les Français, au moins, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est des braves gars. Donc, tu me dis, on leur a craché à la figure. Probablement que ponctuellement, oui. Voilà. Et en 1946, comme tu dis, la France a fait la parole donnée, etc. En 1946, les Malgaches se souviennent, alors ils disent qu'il y a eu une fusillade de 40 000 morts, c'est probablement beaucoup moins. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui raconte comment on jetait les gens depuis des hélicoptères. Voilà, donc la France n'a pas été seulement le pays du respect de la parole donnée. Nous avons quand même eu une attitude brutale, et malgré ça, aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent bah, écoutez, finalement, entre la France et la Chine, on préfère la France. Donc on ne peut pas ignorer que ces recompositions, tu me parles des territoires d'outre-mer, moi je ne peux pas ignorer qu'aujourd'hui, les premiers à demander notre retrait d'outre-mer, ce sont les énarques au pouvoir. Moi, ça fait des années que j'entends mes camarades énarques dire on n'a plus les moyens. Et ils mettent la Corse, on n'a plus les moyens de s'occuper de tout ça. Voilà. Et tu ne peux pas ignorer que ce discours converge avec des intérêts qui ne sont pas ceux qu'Henri IV aurait pu défendre. Et je le dis de façon non polémique, je veux juste que les gens entendent, parce qu'on leur a bourré le mou sur Mayotte, c'est plein de Noirs qui arrivent de Comores, qui vous ruinent et qui fraudent la Sécu. Donc toi, ce que tu me dis, c'est, ben, en fait, laissons Mayotte aux Comoréens, qu'ils deviennent tous pauvres. C'est pas enfin, et puis, laissons, les Chinois prendront le truc. Ça. Nous nous sommes engagés à ça. Je suis d'accord avec toi. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, Thierry, on fait de la politique par principe en se disant ah ben c'est tombé entre les mains des Chinois, des Américains, des Russes, des Anglais, de je sais pas qui. Mais nous, on est des gens bien, on a respecté notre parole. Ou est-ce qu'on fait aussi de la réelle politique en se disant est-ce que c'est moral de dire que les gens qui croient en la France, qui sont à Mayotte, on va les lâcher en disant ah, c'est le respect de la parole donnée, et les mecs vont voir leur niveau de vie s'effondrer de 80% et vont vivre dans des taudis. Est-ce que c'est une position responsable pour l'image de la France? Et je le dis, moi je ne pense pas qu'il y ait de solution simple, je ne pense pas qu'il y ait des baguettes magiques. Voilà, je dis juste, est-ce que du point de vue des principes moraux, c'est une position qui peut être complètement audible de façon satisfaisante? C'est tout ce que je dis. Hein. Oui. Tout à l'heure, je disais que nous avons raison d'être à La Réunion et que nous n'avons aucune volonté d'en sortir. Ah ben en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour garder La Réunion, ça c'est sûr. Oui. Mais y compris en colonisant massivement La Réunion. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 20 000 arrivées de métropolitains par an à La Réunion, quelque chose comme ça. 10 ou 20 000. La Réunion nous appartient et personne ne conteste ça. Pour l'instant, non. Mais parce que nous sommes les premiers occupants de La Réunion. Ah oui. Voilà. Bon. La question c'est, il y a des territoires que la République dont tu parlais a envahis, a occupés. Les caricatures, c'est l'Algérie, mais le Vietnam, c'est le même sujet. Aujourd'hui, nous avons perdu notre influence au Vietnam. Moi, j'ai eu des salariés vietnamiens, ils ne parlent plus français. Ah. Nous avons un capital qui est hérité de notre histoire, c'est la francophonie. Ta logique
est une logique d'abandon de notre influence par la francophonie. Ah, je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, tu vas au Vietnam, il y a une influence chinoise, Oui. il y a un fantasme américain, et la France n'investit plus au Vietnam, et les gens ne parlent plus français au Oui, Vietnam. mais pourquoi la France n'investit plus au Vietnam? Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai expliqué. C'est la réduction de la France à la parole donnée. Et c'est le fait que nous n'assumions pas notre vision impériale. Et c'est le débat que j'ai avec toi, ou le désaccord que j'ai avec toi, c'est que toi, tu as une vision morale de la France. Moi, j'assume c'est pas une l'héritage, vision morale. la vision, j'assume l'ambition impériale de la France. Et j'entends qu'on ne soit pas d'accord avec ça, hein. Mais je l'assume pleinement. Oui, oui. Donc je pense que l'armée française doit être forte pour intervenir en Europe et que ça fait partie de notre histoire et de notre héritage. Je pense que la France, elle a apporté le français à l'Afrique, et quand je vois qu'on est expulsé de l'Afrique avec l'aide des Américains et des Russes, ça me choque. Voilà. Quand je vois qu'au Rwanda, il y a une guerre qui a été organisée par les Anglais et les Américains pour nous chasser, et il y a un génocide qui a été organisé par les Anglais et les Américains Et pour les justifier notre éviction, ça me choque, et je considère que nous devons assumer notre rayonnement international, Oui. y compris par une présence française forte. Oui. Et Ça, je ne le conteste pas. que nous avons, à un moment donné, à faire vivre cette histoire. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai du mal à comprendre, on va se retirer de Mayotte. Non, j'ai pas dit qu'on allait retirer l'armée française de Mayotte. Au contraire, je t'ai dit qu'il fallait négocier en se Ce n'est retirant. pas une question militaire, c'est une question d'administration. Ah bah, toi, tu es un haut fonctionnaire, tu raisonnes comme ça, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de gérer un territoire pour y avoir une influence. Alors en fait, j'ai été fonctionnaire 7 ans dans ma vie, j'ai 56 ans. Voilà, donc là aussi, t'es franc-maçon, moi j'ai des francs-maçons 5 ans dans ma vie. Si tu peux m'éviter les raccourcis polémiques qu'un certain nombre de zinzins font sur effectivement les chaînes qui cultivent la zazinerie, je t'en remercie parce que c'est pas digne du courrier. Voilà, là aussi, tu es un fonctionnaire. J'ai été haut fonctionnaire de 2002 à 2007, voilà. 5 ans. Bon. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'administrer un pays pour y avoir de l'influence. Le Vatican est un minuscule État qui a une influence sans armée dans le monde entier. Est-ce que c'est le modèle que tu imagines pour la France? Un modèle d'influence comme le Vatican? D'abord un modèle d'influence, oui. De type Vatican? C'était l'idée qu'avait Jacques Chirac. C'est qu'on comprenne bien et que les gens aient les termes du débat en main. Et Jacques Chirac, il avait l'idée que, vous savez, c'est le Vatican, combien de divisions, disait Staline, mais personne ne se permettrait d'attaquer le Vatican alors qu'il n'a pas d'armée. Voilà. Et donc, Jacques Chirac pensait qu'on devait avoir un soft power, un rayonnement particulier, que ça faisait partie de la défense du pays. Et il pensait que la France avait un atout particulier qui était son histoire intellectuelle. Donc que la France devait utiliser cet atout pour avoir ce rayonnement. Et je partage cette opinion. C'est pour toi le cœur, si je veux dire, du réacteur nucléaire français. C'est ça, cette vision-là. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est l'histoire intellectuelle au sens large. Ça comprend, par exemple, c'est les découvertes scientifiques françaises, des choses comme ça. C'est pas uniquement des grands principes, comme tu dis. Oui, j'entends bien. Non, mais c'est important qu'on le précise bien. Et donc, est-ce que tu considères que les accords de coopération militaire que nous avions avec un certain nombre de pays africains, Oui. Des accords de coopération administrative, puisque la présence en réalité militaire, c'était la cerise sur leur gâteau, est-ce que tu considères que ça fait partie du rayonnement de la France ou pas? Oui, mais ces accords auraient dû évoluer. Or, en fait, ce que le général de Gaulle a fixé n'a pas évolué par la suite correctement. On en arrive aujourd'hui à cette situation
où la plupart des États africains avec lesquels on avait ces accords les rejettent. Oui, mais est-ce qu'ils les rejettent uniquement à cause de nous ou parce qu'il y a de meilleures offres russes, non. chinoises, américaines, des opérations de déstabilisation? Je pense qu'ils les rejettent d'abord parce que nous n'avons pas fait ce à quoi nous nous sommes engagés et que d'autres ont offert des accords plus avantageux depuis. Sur la situation européenne, est-ce que nous devons avoir des accords d'assistance militaire en réalité, c'est comme ça, du même type, par exemple avec, je sais pas qui, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, est-ce que tu penses qu'il faut faire ça? Je pense que nous devons avoir des accords militaires avec certains de nos voisins. Mais nous devons bien comprendre l'histoire de ce continent. Nous avons eu des quantités de guerres avec l'Allemagne et beaucoup plus encore avec le Royaume-Uni. Donc, nous devons savoir quels ont été nos alliés fidèles et ceux qui ne l'ont été qu'un temps. Tu vises qui en disant ça? Non, mais par exemple, tu parlais de la Serbie. La Serbie a été vraiment un allié de la France sur l'histoire longue. Et c'est d'ailleurs pour ça que François Mitterrand a soutenu la Serbie pendant la guerre de l'OTAN, où il faisait passer en secret les plans de l'OTAN à Milošević. Bon. Mais ça doit être entretenu, on doit cultiver cette amitié avec la Serbie. Par contre, je pense que l'accord avec la Grande-Bretagne, il doit être pesé différemment. Aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, nous voyons une concurrence déchaînée entre Emmanuel Macron et Keir Starmer pour prendre la direction du continent européen. Ben, nous devons être conscients que cette concurrence va toujours exister et que l'alliance que nous pouvons avoir avec le Royaume-Uni sera toujours soumise à cette concurrence. Voilà. Donc ça ne peut pas être une alliance 100%. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu penses qu'il faut mettre des armes nucléaires françaises en Allemagne? Sûrement pas. Alors pourquoi? Parce que je pense que la défense nucléaire, ça ne s'utilise pas de cette manière-là. On peut envisager d'avoir des troupes au sol dans des États amis, mais la défense nucléaire, c'est vraiment l'arme ultime, celle qu'on ne peut utiliser que lorsque la défense conventionnelle est arrivée à bout de souffle. C'est pas uniquement que on nous dit c'est la force de dissuasion. Oui, c'est la force de dissuasion, mais pas n'importe quand. On n'a jamais vu et on n'envisage pas un État qui ait une arme nucléaire sans avoir d'armée conventionnelle. Ça n'est pas possible de marcher comme ça, parce que ça voudrait dire que vous utilisez une enclume pour écraser une mouche, quoi. Bon. Et cette arme, elle doit être utilisée uniquement par un centre de décision. Vous ne pouvez pas dire on va protéger un de nos amis et on va partager avec lui la décision d'utiliser cette arme. Mais ce que font les États-Unis, c'est de dire on met des armes nucléaires, par exemple en Allemagne, mais c'est nous qui décidons. Les Allemands n'ont pas voix au chapitre. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça, nous? Bon, alors, d'abord, ça, c'est fait par les États-Unis en violation du traité de non-prolifération nucléaire, qui avait bien spécifié que justement, il ne faut pas faire ça. Bon. Mais les États-Unis, qui n'ont aucun égard pour leur propre signature, l'ont fait. Ils l'ont fait pour encercler l'Union soviétique puis la Russie.
C'est tout. On va pas remettre une pièce dans la machine sur ce sujet, mais il y avait aussi des missiles nucléaires soviétiques sur les territoires des pays membres du pacte de Varsovie. On est obligé de dire que c'est pas que les Américains qui l'ont fait. Bien sûr, c'est pas que... Si on est un minimum honnête, si on veut former les gens, on ne tronque pas la moitié de la réalité. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est la politique de Brejnev, Brejnev qui était un Ukrainien et pas un Russe, je vous rappelle. Brejnev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, qui avait créé un empire soviétique dans tout le pacte de Varsovie. Ce qui nous rappelle que l'URSS n'a pas plus respecté la parole donnée ou les traités que les États-Unis. Il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Oui, l'URSS de Brejnev. Oui, d'accord. Mais, on verra si demain le cas ne se reproduira pas. Non, mais le cas peut toujours se reproduire de gens qui brisent les règles que l'on attend d'eux. Mais dans le cas que tu décris là, de Brejnev, l'Union soviétique n'existait pas auparavant. Ça n'a pas de rapport avec l'histoire de la Russie, celle de l'Union soviétique. Non, mais il y a eu un enchaînement de circonstances qu'on a détaillé dans l'ancien... Oui, il y a eu un enchaînement de circonstances, mais il ne faut pas projeter sur l'Union soviétique l'histoire de la Russie, ni sur la Russie actuelle l'histoire de l'Union soviétique. Ce sont deux entités totalement différentes. Sauf qu'il y en a une qui est successeur juridiquement de l'autre. Absolument. Voilà, c'est quand même, il y a quand même une succession en droit international entre les deux. Mais il n'y a pas la même logique. D'accord, mais factuellement, je vais pinailler parce que je pense qu'il est important qu'on soit rigoureux. Oui. Factuellement, la Russie est l'héritière juridique de l'URSS. Absolument. Donc ce ne sont pas deux entités totalement différentes. C'est la même à des époques différentes, avec des frontières différentes. Nous sommes d'accord. Une réalité économique différente, mais juridiquement, la Russie est l'héritière de l'URSS. Je suis désolé, c'est factuel. Dans cette opération, donc, concrètement, que dis-tu à l'Allemagne qui dit « mais nous, on voudrait avoir des armes nucléaires françaises sur notre sol ». Et c'est vous qui décidez de l'utiliser ou pas. Est-ce que tu penses, deuxième question, qu'il est réaliste de penser qu'on va peser militairement si on dit mais nous ne mettons pas d'armes, nous n'étendons pas notre parapluie nucléaire à nos voisins? Est-ce que c'est aussi dissuasif? Est-ce que ça pèse autant dans les relations internationales que si on dit nous, en plus, on met des armes? Alors le cas de l'Allemagne est intéressant parce que aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'envoyer d'armes nucléaires depuis le sol, mais uniquement depuis nos sous-marins nucléaires ou depuis des avions, des bombardiers. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir des armes en Allemagne? Ça voudrait dire que ça serait des avions français qui seraient en Allemagne? Alors, soit des avions, soit on installerait des têtes nucléaires, soit on prévoit un financement de 200 milliards, il faut moderniser notre arsenal nucléaire. Il peut y avoir cette solution qu'on crée des missiles à moyenne portée qui seraient installés en Allemagne, comme les missiles Pershing et Cruise avaient été installés par les États-Unis, sous couvert de l'OTAN, en Allemagne, face aux missiles SS-20 de mémoire russe, enfin soviétique. Ça peut être une solution. La question, c'est est-ce que on considère, est-ce que dans ta vision que je cherche à comprendre, tu considères que la tradition historique française nous conduit à faire ça ou pas? C'est ça, et je pense que ça va y avoir un désaccord là-dessus, qui est important d'expliquer. Alors ça ne me paraît pas impossible de faire ça, mais il faudrait voir quelle Allemagne. Là, aux dernières élections en Allemagne, on parle de l'Allemagne fédérale, on a vu que ce pays est coupé absolument en deux. L'ancienne Allemagne de l'Est a massivement voté pour l'AfD, l'ancienne Allemagne de l'Ouest a massivement voté pour la CDU-CSU.
Donc en fait, il y a deux pays avec un seul gouvernement. Donc, on va traiter avec qui? Il faut clarifier ces choses-là d'abord. Alors, explique-moi ta question, je ne la comprends pas. Eh bien oui, parce que est-ce que toute la population de l'Allemagne fédérale va accepter cet accord militaire? Il faut bien s'en assurer. Mais, attends, c'est une question, c'est là que moi je comprends pas la cohérence de tes propos. Oui. Il y a un droit international. Oui. Le gouvernement allemand élu est d'un pays de 90 millions d'habitants. Je trouve que c'est horrible. J'étais contre la réunification. Je suis toujours contre la réunification. Maintenant, elle existe. Alors, soit tu me dis que tu es pour le droit international et tu dis le gouvernement allemand existe, on traite avec lui, soit tu m'expliques que tes principes souffrent quand même d'un certain nombre d'exceptions, parce que, ah oui, mais finalement, comme l'AfD est plutôt pro-russe, on va dire ça comme ça et je vais simplifier le débat, on va pas appliquer le traité. Moi, je ne sais pas faire ça, moi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, explique-moi. Lorsque la France a avancé le principe du droit international, elle l'a assorti d'une remarque sur son application. Il n'y a pas de justice internationale et de prison internationale. Comment est-ce qu'on fait pour que chacun respecte sa signature? Oui, on applique les traités. Non, c'est pas... Pacta sunt servanda. Non. Donc, l'idée de la France, c'était qu'on s'appuie sur les opinions publiques. C'est pour ça que toute la question de la propagande a existé par la suite de cette manière. Parce que si un État pratique une propagande très forte sur un autre État ou sur sa propre population, il rend ce principe vicieux, en fait. Parce que, si vous voulez, pour appliquer ce qui fait qu'on applique ce que l'on s'est engagé à respecter, c'est qu'on veut garder la tête haute par rapport à sa propre population. Il n'y a aucun dirigeant, nulle part, qui accepterait d'être pris pour un salaud par sa propre population. Voilà. C'est la base de ce raisonnement. Bon, en France, ça ne gêne pas trop Macron, quand même. Actuellement. Il y a quand même des limites à tout ça. Il doit maintenir une apparence dans ce qu'il fait. Pouvoir assumer, oui, je suis un salaud, comme ça, non, il ne l'a pas fait. Toi, tu le vois, beaucoup de gens le remarquent, mais d'autres ne le remarquent pas. J'ai quand même besoin d'une précision. Quand tu dis l'idée de la France, c'était l'opinion internationale, ça a été écrit dans quel cadre, quel texte? Ça a été adopté à quelle époque? Alors, ce principe a été adopté en 1899 à la conférence de La Haye. C'est pour cela que Léon Bourgeois, qui a été président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, ce principe, il a été clairement établi et par la suite, les Nations Unies ont essayé de le faire appliquer en prenant plusieurs résolutions contre la propagande de guerre. Voilà. Résolutions qui ne sont pas appliquées aujourd'hui dans les pays européens, mais ça c'est autre chose. Dans aucun pays. Parce que la propagande de guerre nous sommes en guerre permanente. Oui, je pense guerre hybride. qu'il y a certains pays qui le respectent, comme la Suisse. Bon, et donc, concrètement, qu'est-ce que tu en conclus sur l'Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est, à majorité AfD, et l'arme nucléaire? Parce que je n'ai pas suivi ton raisonnement. C'est pas l'ex-Allemagne de l'Est, c'est aussi l'ex-Allemagne de l'Ouest. On doit s'assurer que l'opinion publique dans l'ensemble de l'Allemagne fédérale serait favorable à ce genre d'accord. Pas uniquement une partie. Et comment on s'en assure? Mais il se trouve qu'il y a des parlements, il y a des choses comme ça quand même. Il y a des élections, voilà. Oui, mais on fera un traité. Oui, mais je prends cet exemple parce que j'explique qu'il y a deux pays dans l'Allemagne fédérale.
Oui, L'Allemagne de l'Ouest, il y en a eu deux et on les a mal réunifiés. Voilà. Voilà, il y en a Comme a écrit Ulrich Reichsner dans nos colonnes, la réunification est un échec. La réunification est un échec. Il y a toujours deux États sous un seul gouvernement. Celui de l'Ouest est majoritaire par rapport à celui de l'Est. Eh bien, celui de l'Ouest n'a pas à imposer son opinion majoritaire à celui de l'Est. Voilà, c'est tout. Oui, mais enfin, j'entends bien que tu me dis, oui, mais en 1889, on va reprendre d'ailleurs le texte 99. On va reprendre le texte de 1899, traité de La Haye, sur ce point, comme ça nos lecteurs auront... C'est une série de décisions qui ont été prises. Ah ben, écoute, on va les retrouver, on va les chercher. Simplement, tu entends qu'il y a comme un principe général dans le droit international public, c'est que s'il y a un gouvernement légitime, avec une procédure d'adoption de traité, c'est quand même compliqué de dire « Ah, mais on pense que vous n'êtes pas légitime pour un certain nombre de choses. » Non. Mais nous sommes pour le respect de la parole donnée. Oui. Ce que j'explique, c'est que pour donner sa parole, il faut pouvoir s'appuyer sur sa population. Et que l'Allemagne ne serait pas légitime à donner sa parole si la moitié du pays disait non. Non, c'est pas complètement la moitié, ils sont moins nombreux que les Allemands de l'Ouest. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que tout traité ne peut être passé que s'il y a 100% de la population pour. Alors, on met la barrière où ? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas parlé de 100% de la population. J'ai expliqué que dans ce cas, il y a deux populations distinctes. Elles sont clairement distinctes. C'était deux pays et aujourd'hui, c'est toujours deux pays. Thierry, tu l'affirmes, mais juridiquement, en droit international, c'est un pays réunifié. Oui. Et c'est compliqué de dire « Ah oui, alors nous, le droit, on l'applique, mais quand il nous intéresse, parce que là, on va distinguer... L'Allemagne est un pays légitime, mais pour un certain nombre de sujets, nous, on considère que ce n'est pas légitime. Enfin, juridiquement, on ne peut pas faire ça, Thierry. Tu ne peux pas dire « Je défends le droit international et je le viole ». Parce qu'à ce moment-là, on dit quoi? Les Allemands nous disent « Ah ben oui, mais alors là, vous avez la moitié de la France, parce qu'en plus, si on reprend quand même tes chiffres, l'AfD est majoritaire en Allemagne de l'Est, mais elle n'a pas fait 100%. Non, bien sûr. Donc il y a quand même des Allemands de l'Est qui se retrouvent dans le gouvernement qui va être déployé, on va dire ça comme ça, en Allemagne. La CDU-CSU n'a pas fait 100% en Allemagne de l'Ouest. Nous sommes bien d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour l'AfD. Attends, mais moi je suis un adversaire du vote majoritaire. Maintenant, il y a une procédure démocratique que moi je ne trouve pas satisfaisante, mais je m'y plie, parce qu'elle a force de loi. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre qu'on est pour le droit international, mais en revanche là, l'Allemagne de l'Est, on va la démembrer sans même que le gouvernement allemand ne soit d'accord. Enfin, c'est curieux. J'ai pas dit qu'on allait la démembrer. C'est compliqué de dire il y a un gouvernement allemand élu par une procédure démocratique que personne n'a contestée, mais nous considérons qu'il n'est pas légitime. C'est compliqué de dire qu'on est pour le droit international quand on soutient ça. Je suis désolé. Non, mais il faut écouter ce que je dis. Hein. Mais je pense que je l'écoute très bien. Ce que j'ai dit, c'est que ce gouvernement n'est pas légitime s'il prend des décisions qui vont à l'encontre de tout l'ancien pays qu'il a absorbé. J'entends ce que tu dis, voilà, et je ne vois pas la cohérence avec tes déclarations favorables au droit international, parce que tu introduis dans le droit international une notion sortie du chapeau. Je suis désolé. Voilà. Et si on se met à faire ça avec tous les pays du monde, il n'y a plus d'ordre international. C'est-à-dire qu'on va avoir Trump qui dit « Ah ben tiens, telle partie de territoire, je la revendique parce que de toute façon, le gouvernement que j'ai face à moi n'est pas légitime. » Et on ne va plus s'en sortir. Enfin, c'est la porte ouverte au désordre. Donne-moi un exemple. Je ne comprends pas l'exemple. On prend l'exemple de Panama, quand Trump dit en 97 nous avons signé un accord, mais blablabla, ils l'ont pas respecté, et nous considérons que le gouvernement panaméen n'est pas légitime. Et tu ouvres la porte aux justifications de l'illégitimité d'un gouvernement les plus caricaturales et les plus fantaisistes. Ça n'a aucun rapport avec ce que je viens d'évoquer. Tu me dis, il y a une majorité,
relative de l'AfD en Allemagne de l'Est. Donc on ne peut pas garantir un parapluie militaire français à l'Allemagne tant que l'AfD, tant que l'Allemagne de l'Est n'a pas voté formellement pour. Et de quel droit un gars de Thuringe aurait plus de voix qu'un gars de Cologne? Alors, c'est incroyable ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait demander son avis à l'AfD, je dis qu'il fallait demander, si on faisait ce genre d'accord, il fallait s'assurer que la population d'Allemagne de l'Est était d'accord sur le traité qu'on signait, c'est tout. Écoute, je pense que si l'Allemagne disait on signe un traité avec la France uniquement si vous nous prouvez que tout ce qui est au sud de Lyon est d'accord, on va dire, mais vous prenez pour qui? C'est quoi ces ingérences dans nos affaires? Mais si, mais c'est la même chose. Le dernier territoire qu'on ait absorbé en France, c'est Nice. Oui. Bon. Si on avait signé à ce moment-là un traité contre l'Italie et que les gens de Nice disaient on n'était pas d'accord, il y aurait quand même eu un problème. On n'a pas vérifié. Non, mais le problème, Thierry, c'est que personne n'est allé vérifier si les gens du comté de Nice avaient quel score le oui ou le non à tel ou tel référendum sur l'Europe avait fait à Nice. Personne n'est allé vérifier. Oui, parce que c'est on est dans l'unité nationale. Les référendums sur l'Europe, ils ont eu lieu beaucoup plus tard. Il n'y avait plus de gens qui vivaient, non, mais c'est la notion de plus français. Tard. Moi, juridiquement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il se trouve qu'il y avait une Allemagne unifiée jusqu'en 1945. Entre 1945 et 1991, il y a eu du flottement. Voilà. Et il y a eu de fait la création d'une République démocratique allemande à partir de 1949, qui a entériné une situation de fait. La République démocratique allemande a été créée très largement parce que l'Union soviétique l'a imposée. Voilà. Et elle a existé sous parapluie nucléaire soviétique. Voilà. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, cette République démocratique allemande a souhaité être réunifiée avec l'Allemagne de l'Ouest. Oui. Je pense qu'on ne les a pas forcés. Et quand on voit le nombre, quand on voit le nombre d'Allemands de l'Est qui vivaient sous le joug soviétique jusqu'en 1991 et qui se barraient par tous les moyens possibles pour aller vivre à l'Ouest, je pense que on pouvait dire qu'il y avait une tendance générale. Ne l'oublions pas, le joug soviétique a été insupportable en Allemagne de l'Est. Voilà. Donc, alors moi j'ai une autre vision des choses. Probablement. Parce que quand j'étais en Allemagne de l'Est, moi j'ai vu d'abord que c'est un pays différent de l'Allemagne de l'Ouest. Pour moi c'était très clair en discutant avec les gens. D'autre part, les gens que j'ai rencontrés ne m'ont pas dit qu'ils vivaient sous le joug soviétique. Ils m'ont parlé du joug de la Stasi, c'est pas du tout pareil. Ils vivaient sous le joug d'autres Allemands de l'Est. Ils ne parlaient pas de l'occupation soviétique comme écrasante. Au contraire, ils m'ont dit du bien des soviétiques qui étaient chez eux, tout en disant qu'ils n'avaient pas à être là. Mais ils ne les voyaient pas comme écrasants, alors qu'ils voyaient la Stasi comme écrasante. C'est pas du tout pareil. Donc, il y a plein de Français qui te disent du bien des Américains. Ils vivent pourtant sous leur joug. Voilà. Bon. Et ça ne nous empêche pas de dire qu'il faut se dévassaliser des USA, alors que les gens vont massivement chez McDonald's. Il n'en reste pas moins que si le mur s'est effondré, s'il y a une réunification, c'est parce qu'il y avait des masses d'Allemands de l'Est qui, tous les jours, cherchaient à passer en Allemagne de l'Ouest. Nous sommes d'accord. Et ils ont demandé à être réunifiés, personne ne les a forcés. Nous sommes d'accord. Et à ma connaissance, les institutions qui ont été mises en place dans l'Allemagne réunifiée, et je le redis, j'étais contre la réunification, je suis toujours contre la réunification, mais juridiquement, ces institutions sont légitimes. Mais j'ai jamais dit le contraire. Et donc, à un moment donné, les Allemands de l'Est, ils sont dans un système qu'ils ont choisi avec un mode de prise de décision démocratique qu'on peut contester. Je redis, je suis contre le vote majoritaire, mais cette décision, ce mode de décision, il prévoit que la loi allemande s'applique depuis Aix-la-Chapelle jusqu'à Rostock. Et lorsque nous parlons de démocratie, il y a deux manières de comprendre. Soit nous pensons uniquement la décision est prise par la majorité. Soit nous pensons aussi qu'il y a un système juridique qui fait qu'on ne viole pas les droits des minorités. Ça s'appelle la démocratie libérale, c'est pour ça que je suis libéral, c'est que je suis pour le respect du droit des minorités.
Voilà. Bon. Simplement, ce droit des minorités, il est encadré. Voilà. Il y a un respect des droits fondamentaux des individus. Voilà. Maintenant, il se trouve que les alliances militaires, le droit international public, puisque nous parlons de droit international public, il ne s'applique pas aux individus. Donc on ne va pas dire on est pour le droit international et en même temps le changer quand ça nous arrange. Le droit international public, il s'applique entre États. Et donc ça ne prévoit pas des ingérences où on dit finalement prouvez-nous que vous êtes légitime. Ça n'est pas en droit international public, ça s'appelle en droit à une ingérence et c'est une violation du droit international. Et c'est là que j'ai un problème, Thierry, c'est que je ne comprends pas la cohérence de ta position. Alors, comment tu expliques le fait que les accords que nous avons signés en Nouvelle-Calédonie reconnaissent qu'il y a deux électorats différents? Mais parce que la Nouvelle-Calédonie faisait partie de la France. Oui. Et que, donc, on n'est pas dans le cadre du droit international. Enfin, je crois qu'on ne peut pas tout mélanger pour faire plaisir aux gens. Il y a des règles. Donc, le droit international public, c'est des droits entre États. Et sauf en Europe, où la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que plein de gens qui regardent en disant bravo Thierry, disent ah c'est dégueulasse, il faut sortir de la CEDH, parce que voilà, on en est là. Sauf en Europe où la CEDH permet à des individus de contester des décisions de droit international, ou de se saisir d'une juridiction qui est supranationale, à l'extérieur, aucun individu ne peut se proclamer, se prévaloir d'un traité. Voilà. Il n'y a que l'Europe qui a fait cette application démocratique. Sur la Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas du droit international, c'est du droit français. Oui. Et nous avons, pour régler un problème politique, parce que les Kanaks, en gros, réclamaient une indépendance et que c'était violent, on a décidé qu'on distinguait ceux qui étaient le peuple premier de cette île et ceux qui étaient venus coloniser l'île. Et on s'est dit, bon, on va donner un droit de vote à tous selon certaines règles. Mais c'est du droit français, c'est pas du droit international. Alors, si je reprends cet exemple, est-ce que si la France signait un traité sur les eaux dans cette région, oui, contre l'avis de cet électorat kanak, est-ce que la France aurait le droit de signer ce traité? C'est tout l'enjeu. Et tu l'as dit, et Macron s'est pris de façon extrêmement méprisante, blessante vis-à-vis des Kanaks pour faire passer en gros la forclusion du corps électoral. Oui, oui. Et donc aujourd'hui nous avons ce sujet. Après il faut que je regarde concrètement ce qui a été dit, mais aujourd'hui nous avons ce sujet, c'est qu'on ne sait même pas qui sont les électeurs en Nouvelle-Calédonie. Oui. Voilà. Et que c'est un problème. Et donc moi, on serait réglo juridiquement et tout serait conforme aux accords. Les Kanaks diraient on n'est pas d'accord. Soit ils sont majoritaires, ton exemple est théorique parce que voilà, mais je joue le jeu. Soit ils sont majoritaires, ils disent non et la procédure juridique prévue bloque le traité. Soit ils sont minoritaires et ils acceptent le principe démocratique. Voilà. Donc tu acceptes ce que je disais sur l'Allemagne. Sur l'Allemagne fédérale. Tu acceptes cette idée qu'il y a deux... Non, mais s'ils sont majoritaires dans le corps électoral, s'ils sont minoritaires, ils obéissent à la décision prise à la majorité selon les principes de droit. Oui, oui. Et les Allemands de l'Est, ils doivent faire c'est pas à nous de vérifier que l'Allemagne est démocratique. Ah, c'est pas à nous de vérifier que l'Allemagne est démocratique. Mais nous pouvons signer n'importe quoi avec n'importe qui. Non, il y a un droit international, Thierry. C'est là que je suis perturbé. C'est que tu ne serais pas un défenseur du droit international public et tu ne le mettrais pas à toutes les sauces. Je dirais, Thierry, je comprends. Ce qui me gêne, c'est que tu me dis, la France, c'est le droit international, etc. Nous avons inventé le droit international et donc, on va le violer. Oui. Si je prends, où est la cohérence? Si je prends par exemple le cas du Myanmar, il y a un gouvernement au Myanmar, mais en fait ce gouvernement ne représente qu'une minorité, et dans ce pays il y a plein de minorités différentes, c'est un archipel ce pays. Donc est-ce que la minorité la plus importante a le droit de décider pour les autres? Mais tu es en train de faire un argument, franchement Thierry, c'est problématique.
ça n'est pas sérieux. Tu ne peux pas comparer le Myanmar à l'Allemagne. Ah, le Myanmar, c'est un régime autoritaire avec une situation de guerre tribale. Je n'ai aucune sympathie pour l'Allemagne, mais expliquer qu'au fond, l'Allemagne de l'Ouest est minoritaire et que c'est la nous sommes à côté du Myanmar, ça n'a pas de sens, ça n'est pas sérieux, Thierry. Je n'ai pas dit que l'Allemagne de l'Ouest était minoritaire, j'ai dit que l'Allemagne fédérale doit prendre en compte le fait qu'elle a deux Allemagnes, en fait. De même que le Myanmar devrait prendre en compte qu'il a plusieurs communautés chez lui. Non, mais sauf que, Thierry, tu peux le dire. Voilà, maintenant, en droit international, ça n'a pas de sens. Et moi, que tu me dises, ah ben oui, il faut respecter l'Allemagne, blablabla, ça ne me gêne pas. Mais à ce moment-là, on n'explique pas qu'on est pour le droit international. C'est une question de cohérence. Parce que quand tu parles de droit international, c'est quand ça t'arrange. Et le droit international, l'Allemagne est le principal pays de l'Union européenne, le plus peuplé, l'un des plus riches, le plus puissant en termes de voix au sein de l'Union européenne, et expliquer que le gouvernement qui en est issu n'est pas légitime sur un certain nombre de sujets à décider pour toute l'Allemagne, ça n'est pas sérieux. Dans le même temps où on dit je suis pour le droit international. Et encore une fois, moi, tu me dirais oui, mais ça pose un problème politique, je suis d'accord. Maintenant, on ne va pas expliquer qu'il y a des sujets sur lesquels on ne traite pas avec le gouvernement allemand parce qu'on pense qu'il n'est pas légitime. Si on le fait, on viole le droit international. C'est une question de cohérence. Et je crois que pour l'information du public, c'est important de le savoir. La SDN a buté sur cette histoire au moment du massacre des chrétiens, particulièrement des Arméniens. Sur le droit d'ingérence? Non. Sur le fait de savoir ce que le gouvernement ottoman avait le droit de faire. Oui, mais là aussi, l'état du droit à la SDN, on va le rappeler comme le génocide arménien, c'est 1915, la création de la SDN, c'est 1921. Oui. Donc, voilà. Et pour reprendre l'affaire sur le fond, la question du devoir d'ingérence... mais il n'était pas question de devoir d'ingérence à cette époque. Oui, mais c'est un truc purement anglais, le devoir d'ingérence. Non, c'est Bernard Kouchner et les néoconservateurs américains qui l'ont développé. Oui, qui l'ont repris des Anglais. Mais les Anglais ont commencé ça au moment de l'affaire grecque. C'est une question qui revient très régulièrement dans le droit international. Voilà. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que une chose est d'avoir la Turquie et l'Arménie. C'est pas exactement la même situation que l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est aujourd'hui. Voilà. Et que donc, je pense que c'est aussi important de se montrer raisonnable dans les comparaisons. C'est tout ce que je voulais dire, mais j'étais beaucoup interrompu. Je te donne le mot de la fin, Thierry. Non, la SDN, en essayant de développer le droit international, s'est affrontée à toutes sortes de problèmes, dont celui-là précisément. Alors, la SDN a été dissoute avant de le résoudre, ce problème. Mais moi, j'explique comment je vois les choses. Le droit international n'est pas totalement écrit. D'ailleurs, s'il était totalement écrit, peut-être nous serions en paix, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, la majeure partie du monde serait en paix. Mais il y a beaucoup de points qui doivent être précisés. J'expliquais comment je vois la chose. J'entends bien. Bon, fais-nous un mot de la fin, parce que j'ai été très désagréable avec toi, mais c'est pour la bonne cause. Le fait est que l'histoire n'est pas encore écrite. Lorsque la SDN a été créée, par exemple, il était prévu qu'on constituerait une armée internationale. Bon, il n'y avait pas la force de frappe à l'époque, mais il était prévu. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, la SDN elle-même n'a pas été capable de mettre en acte ses propres principes.
C'est pour ça qu'elle a échoué. Comme l'ONU. Mais l'ONU, c'est pire encore. Hein. Nous sommes bien d'accord. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'on a raté une fois que cette histoire était mauvaise. C'est parce qu'on n'a pas réussi à avancer sur certains points. Ça ne peut se construire que progressivement, cette chose-là. On a fixé un objectif sur lequel tout le monde était d'accord. Et c'est cet objectif qu'il faut rétablir. Je pense que la France doit faire ça. Je pense qu'elle est plus capable que les autres de faire ça. Voilà. Bon, merci Thierry, et toutes mes excuses pour avoir été désagréable. Non, mais c'est pas être désagréable, c'est important de s'expliquer. Ouais. À très bientôt mes amis.